Bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, Ray Charles avait coutume de dire « Je suis aveugle, mais on trouve toujours plus malheureux que soi, j'aurais pu être noir ». Elle affirme « Je suis noire, mais je ne me plains pas, j'aurais pu être une femme ». C'est le titre de son livre. On accueille Maï Traoré, proviseur de lycée dans le Grand Oral. L'anti-sèche d'Emma Guessel. Elle est aujourd'hui consacrée à un sujet longtemps tabou, celui des règles. Et oui, il est courant que les premières se déclenchent quand on est au collège, donc ça interroge aussi l'école. L'heure de la récré, toujours avec Emma. Un sujet dont on ne se lasse jamais sur School TV, les bienfaits des animaux sur les enfants. Et puis on refermera cette émission avec Amélie Paris, professeure documentaliste. Toute cette année, elle nous raconte les années collège dans la quotidienne. Aujourd'hui, un élément essentiel et identitaire de la panoplie des collégiens, leur sac à dos. Bienvenue dans la quotidienne de School TV. C'est parti, Grand Oral. Notre invitée du jour est suédoise et elle dit avoir couché pour devenir proviseur de lycée. Bon, je plaisante, mais à ma décharge, la blague, elle n'est pas de moi. Elle est... À quoi? À vous riez à vos propres blagues. Ah, mais vous êtes bon public quand même. Je vous présente donc Maï Traoré. Bonjour. Bonjour. Proviseur du lycée polyvalent Lucas de Neuilly à Paris, autrice donc de Je suis noire, mais je ne me plains pas, j'aurais pu être une femme, qui était sortie il y a un an, maintenant chez Robert Laffont. Mais School TV n'existait pas encore, donc on n'avait pas pu vous inviter. Donc on s'est dit, c'est pas grave, on va l'inviter cette année. Alors, suédoise, je blague à peine, hein, c'est quand on vous demande d'où vous venez. Oui, quelle entrée en matière. Ben non, mais... Quelle entrée en matière, c'est magnifique. Merci beaucoup. C'est ce que vous racontez. Et j'ai couché, c'est quand on s'étonne qu'une femme noire soit devenue proviseure de lycée à Paris. Il faut dire que vous êtes la première. L'humour chez vous, c'est de naissance ou alors c'est une arme que vous avez aiguisée pour vous protéger de... Voilà. Oh, c'est une arme. C'est une arme totalement formidable. Et en plus, qui ne fait pas trop de mal. Enfin, du coup, j'espère. Mais qui détend les zygomatiques. Ouais. On vient d'en faire l'expérience. Et qui permet aussi d'approfondir un peu le questionnement, de ne pas être en superflu. Voilà. Et de vraiment d'entrer dedans. Une fois qu'on a réussi à rentrer par la porte du rire, on peut après approfondir sur la pédagogie. C'est mon cœur de métier. On va parler évidemment pédagogie, on va aussi parler de votre parcours. Ça s'attaque par une question d'actualité, parce que dans votre livre, il y a une figure dont on parle indirectement dans l'actu avec la nomination de Liz Truss comme Première ministre en Angleterre. Alors, oui, c'était quelque peu estompé par le décès de la reine. Néanmoins, c'était une des prédécesseurs de Liz Truss, c'était Margaret Thatcher. Et Thatcher, c'était le surnom de votre maman. De ma maman, c'est ça. Absolument. On l'appelait comme ça gentiment, parce qu'elle avait développé une méthode assez rigoriste, hein, pour pas dire c'est-à-dire administrativement tout était au cordeau. À l'époque, il y avait les conduites, on avait des notes de conduite à l'école, vous vous rappelez? Donc on devait ramener à la maison la note de conduite. J'aime bien quand elle me dit vous vous rappelez, ce qui veut quand même dire que je suis à l'âge où on peut se souvenir de ce truc-là. Mais je pense qu'on n'est pas loin. Bon, je me rappelle de ces notes-là. Donc, les femmes sont restées à 25 ans, c'est bloqué le compteur. Mais du coup, on avait ça et elle était effectivement assez rigide sur la manière d'éduquer, sur le fait qu'il fallait absolument être premier ou rien. Donc, on l'appelait affectueusement Thatcher. Quand on en avait un peu marre de son autorité. Ceci dit, au-delà de cet élément biographique, oui, vous parlez beaucoup des vertus de l'autorité dans votre livre. Je pense que c'est très important quand on est effectivement chef d'établissement. Comment on établit une autorité qui ne soit pas oppressante au moment de la rentrée, puisqu'on est en plein là-dedans? Qu'est-ce que vous faites au lycée Lucas de Neuilly pour ça? Alors, par exemple, là, on est en plein. Moi, une autorité, ça ne se décrète pas. C'est quelque chose qui se construit. Et là, c'est quelque chose qui se construit et qui s'acquiert petit à petit parce qu'il faut avoir l'adhésion de l'équipe pédagogique, de l'équipe, de la communauté scolaire, des élèves, les familles. Là-dessus, pour cette rentrée-ci dans le lycée du Verre et du Vitrail de Paris, le seul et unique, hein, je vous invite à aller visiter nos sites. Très beau lycée professionnel. Instagram. Ouais. Très beau lycée professionnel et polyvalent partie industrielle sur le verre, le matériau verre. Donc, c'est quelque chose d'unique et qui est absolument riche. Et dans la voie professionnelle, j'ai tendance à dire qu'il faut aller sur l'intelligence manuelle et ouvrir effectivement le spectre des possibles, parce que la voie professionnelle, ce n'est pas une voie de garage. J'insiste vraiment là-dessus. La rentrée, chez moi, par exemple, pour cette rentrée-ci, on l'a échelonnée. On l'a échelonnée de telle sorte qu'on a fait un accueil personnalisé des classes. Pas tout le monde en même temps. Beaucoup de mes collègues chefs d'établissement font la même chose partout en France. C'est-à-dire qu'on va accueillir un niveau, tous les professeurs vont être là, tous les personnels éducatifs vont être là, les surveillants, les CPE, de telle sorte, administratifs aussi, secrétaires, intendants, etc., pour accueillir le jeune, lui dire
bienvenue chez toi, dans ton lycée. Voilà, maintenant, comment les choses se passent. Vous avez été notamment CPE, avant d'être chef d'établissement, dans des établissements, notamment en lycée général, je crois. Par rapport à ce que vous disiez il y a quelques instants, la voie professionnelle, ce n'est pas une voie de garage. Est-ce que dans ce que vous dites aux élèves, vous prenez en considération le fait que pour certains d'entre eux, c'est une orientation par défaut? Ceci étant, je ne suis pas tout à fait sûr que chez vous, ce soit beaucoup de l'orientation par défaut, parce que c'est un lycée quand même très spécialisé. C'est très spécialisé. Voilà. C'est un lycée demandé, on sait ce qu'on vient faire. Voilà. On y vient par envie, par passion, parce qu'on aime le verbe, on travaille le verbe. On va faire de très belles choses. Les cours se fassent dans les ateliers en musique, avec du temps pour créer un vitrail. C'est quelque chose, c'est quand même, c'est magique. Quelque chose de séculaire, c'est magique. Mais est-ce que vous leur parlez un peu différemment quand même, pour leur dire, voilà, il y a une grande dignité à ce que vous allez faire là? Ah oui, alors pour revenir à la première question, est-ce qu'on y va par défaut? Oui, malheureusement. Il y a eu, de la part de l'institution de l'École de la République, allez, il n'a pas de bonne note, il n'a pas un niveau, allez, on va peut-être lui proposer, ou même l'accompagner, plutôt que lui proposer, allez, toi tu vas aller là-bas, et puis on ne discute plus. Alors ça a tendance à changer. Ça a tendance à bouger un peu le curseur, où on va accompagner les jeunes, d'abord par des stages, des mini-stages, des stages passerelles, où on va lui mettre le pied à l'étrier, des initiations d'une demi-journée. Nous, on accueille. Et tout ça, ça donne de la confiance. Tout ça, ça donne de la confiance. Tout ça, ça donne déjà pourquoi et où on est. C'est important. Prochaine question, mais je vous la pose après l'anti-sèche, c'est comment engager des élèves qui peuvent se sentir mal vus par le système éducatif ou par la société. On continue avec vous, Maï Traoré, mais pour l'instant, c'est l'anti-sèche Emma Guessel. Et aujourd'hui, dans l'Anti-Sèche, Emma, bonjour. Bonjour. On va parler d'un tabou qui existe encore un peu trop à l'école, c'est la question, le sujet des règles. Et oui, avoir ces règles, en général, ça arrive au collège, même avant, dans certains cas, et c'est toujours un chamboulement. Pour une jeune adolescente, il faut apprendre à le gérer, parce qu'au début, c'est pas forcément régulier, on peut avoir mal au ventre, on peut être prise au dépourvu si ça arrive à l'école, et puis surtout, même si on en parle de plus en plus, que c'est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux, ça reste tabou, on peut avoir en plus du mal à en parler à ses parents, on se sent pas forcément à l'aise, c'est quelque chose de très intime, et c'est pour ça que l'école a son rôle à jouer pour permettre aux jeunes femmes de mieux vivre ce moment. C'est un rôle qu'elle joue déjà dans les programmes, je crois, en SVT, non? Oui, au début du collège? Les programmes de 5e, c'est le fameux cours sur la reproduction des êtres humains. Et c'est vrai que normalement, on évoque les menstruations. Mais en préparant cette chronique, je lisais de nombreux témoignages. Et il y a des jeunes filles qui, en 4e, n'avaient jamais entendu parler des règles en cours d'SVT. Mais quoi qu'il en soit, même si on en parle, c'est toujours sous un angle physiologique et anatomique et jamais sous un angle pratique. Or, quand on vient d'avoir ces règles, c'est la pratique qui est importante. Comment on fait pour se sentir bien, voilà, pour se protéger, pour se sentir bien pendant qu'on a ces règles. Et c'est là que l'école a un petit peu de mal à être à la hauteur. Mais oui, rien que sur la question de l'hygiène, selon une étude réalisée en 2020 par Essity, une entreprise qui est spécialisée dans les produits d'hygiène, 68% des filles interrogées déclarent être mal à l'aise à l'idée d'utiliser les toilettes quand elles ont leurs règles. Autre chiffre, 31% des filles ont déjà manqué les cours à cause de leurs règles parce qu'elles ne se sentaient pas assez à l'aise pour venir en cours, justement. En fait, elles se disent... si ça me gêne, si je dois aller me changer, je n'ose pas demander à mon professeur. Ou alors, elles vont en cours, mais elles ont du mal à bien se concentrer parce qu'elles sont gênées justement à cause de ça. Le résultat, c'est que ça peut creuser les inégalités. Parce que les garçons n'ont pas ce sujet. Voilà, entre les filles et les garçons. Il y a la question du coût aussi. On parle du coût, voilà, puisque la précarité menstruelle, le fait de ne pas pouvoir, voilà, le fait de ne pas pouvoir s'acheter de protection, mais elle concerne des milliers de jeunes filles en France. Il y a quand même une prise de conscience et depuis quelques années, un certain nombre d'établissements qui ont décidé de réagir. Et oui, on voit de plus en plus arriver les distributeurs gratuits de protection hygiénique dans les lycées. C'est le cas par exemple de tous les lycées franciliens. Dans les Hauts-de-France aussi, on en voit de plus en plus sur tout le territoire. Oui. Absolument. Et, voilà. Et depuis cette année, le département du Puy-de-Dôme a décidé d'équiper tous ses collèges aussi. C'est une première en France. Donc, on avance. Il y a aussi des associations qui interviennent dans les collèges et les lycées pour sensibiliser les élèves à ces questions. Sachant, et on termine peut-être par là, Emma, qu'il devrait y avoir des cours obligatoires d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Vous avez prévu d'ailleurs et pas forcément fait. Petit couac aussi, c'est la loi Aubry de 2001, loi qui prévoyait 3 séances annuelles à l'éducation à la sexualité du CP à la terminale. Dans les faits, le collectif Nous Toutes a enquêté. Et les résultats de cette enquête, c'est que cette loi, sans grande surprise, mais elle n'est pas du tout appliquée. Merci beaucoup. Emma, on retrouve Maï Traoré. La suite du Grand Oral.
Aujourd'hui, proviseur d'un lycée parisien, première femme noire africaine à occuper un tel poste dans la capitale, je reste soumise à la même interrogation, pour ne pas dire au même interrogatoire. D'où vient suis-je française? Si oui, depuis quand? Par quel miracle ai-je acquis ce talent pour parler sans accent? C'est le début de Je suis noire, mais je ne me plains pas, j'aurais pu être une femme, qui est parue l'année dernière chez Robert Laffont, et on accueille Maï Traoré sur ce plateau. Vous dites, Maï Traoré, dans ce livre, avoir échappé, je vous cite, aux graves discriminations professionnelles et au racisme frontal et haineux. Quand on vous lit, des propos racistes, des regards, des gestes humiliants, etc., il y en a une palanquée. Est-ce que vous minimisez pas un petit peu? Enfin, il faut aller jusqu'où pour que ce soit grave? Quand je dis les graves, c'est ceux qui sont frontales. C'est-à-dire, on vient vous voir en salle noire, salle bougnoule, retourne dans... D'accord. Donc... Voilà. Ce que je décris, c'est autant grave. Mais oui, c'est ça. Mais c'est dit de manière un peu plus diffuse. C'est permanent. C'est permanent, c'est continu, c'est diffus. On vous a quand même demandé vos papiers quand vous êtes arrivé. On vous a quand même demandé vos papiers quand vous arrivez comme CPE dans un collège parisien. C'est ça. Quand je me présente, le chef d'établissement de l'époque est tellement étonné de voir arriver une Suédoise pour occuper un poste. Si vous avez raté le début de l'émission, c'est ce que dit Maï Traoré qu'on lui demande ses origines. Voilà. Elle est en replay, l'émission, vous pouvez avoir le début. Pour occuper un poste de cadre, et donc son étonnement va de pair avec une demande de pièce d'identité. C'était en 2000 ou 2001 ? Vous vous souvenez qui était ministre à l'époque? Jack Lang. Oui, vous savez ce qu'il y avait en grand dans la cour du ministère? C'était son slogan à lui. C'était pas l'école de la confiance, ça c'était Blanquer, mais lui c'était l'école du respect. C'est ça. Ouais, donc c'était un petit peu raté. Le livre, ce livre, vous l'avez écrit, dites-vous, pour les jeunes, notamment pour les jeunes filles. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites au lycée, ces jeunes filles? Vous les repérez un peu, celles qui au fond vous ressemblent. Ah oui. Et je parle pas de votre fille, enfin là pour le coup d'être noire. Non, non. Je parle de ces filles qui se sentent pas tout à fait à leur place. Ce qui était votre cas, parce que on va pas raconter toute votre vie, mais vous êtes né au Mali, vous êtes venu en France, vous êtes retourné au Mali, vous êtes revenu en France, et donc il y a un sentiment de décalage que vous décrivez très bien en permanence. C'est ça, absolument. Ne pas se sentir légitime, ouais, c'est ça. Ne pas se sentir à sa place. Ce que je leur dis, c'est osez, autorisez-vous, aimez-vous et autorisez-vous à aller vers vos rêves, vers vos passions. Ne pas faire les choses par défaut. On parlait tout à l'heure des choses qu'on peut avoir une orientation par défaut, être dans un lieu par défaut. Ou alors s'entendre dire « Papa veut que tu fasses ça, maman veut que tu fasses ça, le grand frère veut que tu fasses ça. » Et donc, tu vas être un petit peu... Ou la communauté, parce que je parle aussi de la communauté, veut que tu fasses ça. On te verra mieux, tu seras mieux vu par la communauté parce que tu aurais fait ça. Sur la communauté, d'ailleurs, si je puis me permettre, vous dites que quand vous rentriez à la maison, je ne sais plus où c'était, Bagneux, non, je me souviens plus. Oui, Bagneux. 82. Thatcher, votre maman, elle portait les mêmes valeurs que l'école. Enfin, il y avait un continuum entre l'école et la maison. Pas de décalage. Vous dites parfois, vous avez des élèves, ils vivent dans deux mondes. C'est ça. Il y a deux mondes, voire même plusieurs mondes. Par essence, on a plusieurs identités. Donc, l'identité de l'élève n'est pas tout à fait le même que l'identité du jeune ou de l'enfant, ou alors l'identité avec les pairs, ses camarades, comment on va se comporter, etc. Donc, ces multiples identités-là, effectivement, font qu'il y a des cassures et que l'école devrait pouvoir réunir le tout pour faire qu'en sorte le jeune sorte avec cette identité complète du citoyen. La banlieue parisienne, la banlieue parisienne que vous avez connue, vous, au début des années 80, et les quartiers d'aujourd'hui, c'est plus la même chose quand même? Non, c'est plus du tout la même chose. Même si vous-même, vous n'étiez pas dans une cité, enfin vous étiez en bordure, si je me souviens bien. Alors oui, on était sur Clichy, dans la ville de Clichy-la-Garenne, différent de Clichy-sous-Bois. Et mais quand même, vous étiez plus proches et vous étiez mélangés. On était totalement mélangés. Moi, j'ai des souvenirs merveilleux, et je le dis, dans l'école Jules Ferry. En plus, j'ai été scolarisée en primaire dans l'école Jules Ferry. Voilà, ça ne s'invente pas, donc on est sur les valeurs de la République, on part. Et effectivement, les familles, toutes les familles de l'époque, maghrébines, asiatiques, africaines, françaises, il y avait quelque chose qui faisait sens. On était tous ensemble, on était mélangés. Moi, on ne me disait pas, quand j'étais à l'école primaire, que j'étais noire. J'ai découvert que j'étais noire beaucoup plus tard, quand je suis arrivée en Sorbonne pour faire mes études. Et que vous avez rencontré les Noiraudes. Voilà, et j'ai rencontré mes copines les Noiraudes, absolument. Dont une était grecque, c'est ça? Dont une était grecque, donc c'était plus, c'est pas une assignation seulement liée à la pigmentation de la peau, c'est plus lié à ce sentiment d'être regardé
comme est rejeté parce qu'on n'a pas été dans le bon lycée, parce que c'est ça, fait pas partie d'avoir du les mêmes groupe. Fêlures, d'avoir les mêmes fragilités, de ne pas nous sentir légitimes, de dépasser nos propres obstacles, les obstacles que nous avons nous-mêmes dans la tête et dans notre éducation, que nous chavirons avec nous, que nous transportons comme des boulets avec nous, et petit à petit les mettre de côté pour justement aller vers l'essentiel. Une dernière soi-même. question avant la récré. Oui. L'essentiel, c'est soi-même. Une petite question avant la récré. Vous dites, il ne faut pas s'autocensurer, oser, etc. Mais vous, quand même, il y a un petit moment à la fac, vous ne continuez pas en lettres. Alors, après, vous découvrez, vous tombez en amour pour les sciences de l'éduc, et tant mieux pour vous. La sociologie. Et la sociologie. Mais il y a un moment, quand même, où finalement, vous censurez. Ah, complètement, parce que je n'avais pas confiance en moi. C'est pour ça que je transmets un message. Il est essentiel que les jeunes aient des valeurs d'exemplarité, de dire tout ne s'est pas construit en un jour. Rome ne s'est pas construit en un jour et je ne suis pas devenue, moi, Maï Traoré proviseur en un jour. Donc c'est du travail, c'est aussi dépasser véritablement les obstacles qu'on a, les obstacles de la société aussi, et puis avoir des rencontres, des belles rencontres. Il y a beaucoup de personnes extrêmement bienveillantes qui ont jalonné mon chemin et mon parcours, même s'il y a eu effectivement des personnes un peu moins bienveillantes, Un peu moins bienveillantes et des rageux et des haineux auxquels je n'accorde absolument pas d'importance. On n'a pas de temps pour eux. Alors on va pas en prendre. Maï Traoré, proviseur du lycée polyvalent Lucas de Neuilly, c'est à Paris. Elle est notre invitée. On la retrouve juste après la récré. Et pour la récré, Emma. Pause récré, Emma, avec nos amis les animaux. Mais oui, un peu de douceur, ça fait toujours du bien. Ah oui. Mais oui. Ah oui. Et alors, je sais pas vous, mais moi, je suis complètement fan des vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux où des petites boules de poils ont une complicité absolument extraordinaire avec les enfants. Moi aussi, Et- je peux pas avouer, mais bien évidemment. Mais évidemment que oui. Et donc, on vous a compilé les meilleurs. Regardez. Coucou Chouquette. On va donner avec la tête, Oui, elle va se promener. elle va se promener. Oui. Vas-y Chouquette. À ce genre qui s'aime. Qui ferme. Qui s'aime. Voilà. Arrive. That's how you do it, shit. Elle tremble. Oui, Non, ça va. elle tombe. Ah bon? Dis qu'elle a des yeux. Ah oui, elle a des yeux. Ils sont noirs, ses yeux. Et en dessous, t'as vu, elle a du bleu. Ouais. Voilà. So she said, what's the problem, baby? What's the problem? I don't know. Well, maybe I'm in love. I think about it every time I think about it. Can't stop thinking about it. How much longer will it take to cure this? Mention spéciale quand même à la poule qui s'appelle Chouquette. Ah, Chouquette, C'est un extraordinaire. prénom extraordinaire. Vous voulez que je vous appelle Chouquette jusqu'à la fin de l'émission? Allez, on y va, Chouquette. Allez. Donc, est-ce que vous savez pourquoi les enfants, j'adore, pourquoi les enfants ont aussi grande complicité avec les animaux? Je ne sais pas, Chouquette. Eh bien, selon les spécialistes, je vous appelais pas au chocolat, et les psychologues, les enfants sont attirés spontanément par les animaux. Déjà parce qu'ils sont tout doux, tout Eh ouais, agréables à c'est sympa. caresser. Et puis ensuite parce qu'ils ont l'avantage de jamais en avoir marre de jouer. Ah oui, c'est un C'est peu vrai que quand on joue avec son papa ou avec sa maman, vous voyez ce que je veux dire, hein, l'enfant, ok, bon là j'en ai marre de jouer avec toi, un chat ou un chien. Quoique Bon, le chat, il y a ça se photo. discute. Voilà, c'est plutôt Je lui vois qui très bien ce que discute. vous voulez dire. Enfin, en tout cas, ça peut être une grande richesse pour l'enfant. On le dit souvent, hein, qu'un animal a cette faculté de rassurer un enfant. Et sachez aussi qu'il y a des associations qui interviennent dans les écoles. Et grâce aux animaux, elles oui. font développer l'empathie des enfants à l'école. L'équithérapie, notamment, qu'on raconte, et qui Absolument. vaut y compris pour des ados, parfois en situation de rupture. Bah voilà. Donc l'empathie chez les animaux, voilà, naturelle qu'on a envers les animaux, c'est censé faire réaliser aux enfants qu'il faut l'être envers autrui. Et ça permet notamment de réduire le harcèlement scolaire. Merci, Chouquette. Fin de la récré. Merci. Suite du grand oral, Maï Traoré.
Tout au long de ma carrière, j'ai été soupçonné d'avoir bénéficié d'une promotion canapé. Comment vous avez fait pour obtenir ce poste? On me l'a demandé à chaque étape franchie. Et les inquisiteurs pouvaient être, à parité, des inquisitrices. Citation extraite de Je suis noir, mais je ne me plains pas. J'aurais pu être une femme, paru l'année dernière chez Robert Laffont. Et tout cela est signé Maï Traoré, proviseur du lycée polyvalent Lucas de Neuilly à Paris, qui est notre invité. À quel moment vous vous dites, dans votre parcours, femme et noire, ça ne va pas être simple tous les jours à l'éducation nationale? Alors, dans la vie déjà. Oui, mais à l'éducation, on pourrait s'imaginer que l'éducation nationale, voilà, c'est quand même les valeurs républicaines, la tolérance, l'accueil, la citoyenneté. Enfin, c'est à chaque ligne des programmes quand même. Oui, mais l'école fait partie de la société. Ouais, l'école n'est pas en deçà ou en parallèle de la société. Donc c'est une micro-société et ça en fait partie. Donc oui, il peut y avoir quelques moments de doute et de fragilité, surtout des gens qui vous disent tu n'y arriveras pas. Voilà. Et reste à sa place parce que c'est normal que tu y sois et sois déjà contente d'être là. Voilà, n'essaye pas d'aller plus haut. Ça, je l'ai souvent entendu, malheureusement. Eh ouais. On a une école qui discrimine socialement, dans laquelle les filles réussissent mieux, mais font des études supérieures, je vais le dire avec des mots simples, moins rentables. C'est pas exactement ça, mais enfin, bref, ça peut revenir un petit peu à ça. Mais ce que vous montrez, vous donnez des chiffres à l'appui, c'est que les origines, ça pèse encore plus. Totalement. Totalement, parce que c'est la reproduction sociale, c'est Pierre Bourdieu, c'est ce que Jean Piaget aussi dit, c'est-à-dire qu'il y en a des schèmes de pensée et des reproductions qui se perpétuent et des choses qui ne bougent pas de leur case, c'est-à-dire qu'on y est, on n'en bouge pas. Quand on essaye de monter d'un étage ou d'un niveau, vous avez toujours quelqu'un pour vous rappeler un petit peu vos origines, d'où vous venez, et puis voilà. Le fameux transfuge de classe, pour reprendre une expression très à la mode en ce moment. Absolument. Or, l'école, pour moi, ça doit justement être le lieu des possibles. J'y crois profondément. J'ai une confiance absolue en l'école qui peut permettre, qui doit permettre que tout individu apporte le plus. Se réalise. Et se réalise, se concrétise, parce qu'on y arrive, on est tous pétris de doutes, on n'est jamais devenu ce qu'on est maintenant tout de suite, donc on y a mis un chemin. Ce chemin, il a été plus long, moins long, plus... Voilà. Mais qu'on prenne le temps. Et l'école doit être ce vecteur-là. Cette matrice-là de l'école, pour moi, l'école de la République, c'est au milieu du village. Et il faut qu'on le pose au milieu du village pour que tout le monde puisse le savoir, le visualiser et lui accorder la puissance. Je ne dis même pas l'importance, je dis la puissance de l'école. Et comme chacun sait, il faut tout un village pour éduquer un enfant. Absolument. Emprunter ce proverbe au continent africain. Voilà. Il y a aussi une grosse différence entre garçons et filles, grosse différence d'implication scolaire. Que faire alors? Alors, différence d'implication, pour celles et ceux qui seraient très loin de ces sujets, en faveur des filles, en défaveur des garçons? En défaveur des filles, parce que les filles, elles sont plus en retrait, même si effectivement les statistiques montrent que c'est elles qui arrivent le plus dans les études, vous venez de le dire, à réussir, mais au niveau des choix d'orientation, notamment pour aller dans les prépas scientifiques, elles vont s'auto-censurer, elles vont jamais vouloir y aller. Elles vont laisser la place à un garçon alors qu'elles ont beaucoup plus de compétences. Comme dans les métiers de BTS du bâtiment, où il y a beaucoup moins de filles qui investissent. Moi, j'ai du supérieur dans mon établissement aussi, puisqu'on va du CAP à la licence de DNMA, d'un diplôme des métiers d'art, du design et du verre sur le matériau verre toujours. Et je vois beaucoup de filles dans les métiers d'art, certes, mais dans le BTS, de l'enveloppe du bâtiment. Et lorsque je les ai accueillies là, en début de semaine, je leur ai dit que j'étais très heureuse de voir qu'il y en avait 10 sur une promotion où il y en a 30. Ouais. Donc je suis très contente. C'est déjà pas mal, mais c'est encore très peu. Donc moi, ce que je dis aux filles, c'est vraiment... Croyez en vous. Il n'y a pas d'autre moyen. Si vous ne croyez pas, les autres ne croiront pas. Après, appuyez-vous sinon, sur les personnes. Vous lisez le bouquin de Maître Traoré et vous vous dites que ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Appuyez-vous aussi sur des tuteurs, c'est-à-dire des personnes ressources. Un surveillant, un professeur, une secrétaire, un gardien. Tout ça peut vous aider. Maître Traoré, vous dites dans le bouquin que vous avez un rêve qui est un jour de fonder une école. Alors, ça va être compliqué parce que l'éducation nationale, quand même l'impression que vous l'aimait bien avec l'école de la République, vous y êtes attaché. Ah oui. Mais ça ressemblera à quoi l'école Traoré? Ça m'arrive souvent de dire l'école Traoré et de donner mon nom à... Ça m'était arrivé dans le lycée Victor Hugo, parce que j'adore Victor Hugo. Petit aparté. Ça ressemblera justement à ce que je disais, l'école des possibles. Le lieu des possibles, des réalisations, c'est tout à fait l'école où tout doit se réaliser. C'est-à-dire les valeurs républicaines, la transmission, la connaissance, mais aussi le droit à l'erreur.
Le droit à l'erreur, le droit de trébucher, le droit de ne pas savoir, le droit de douter en permanence, mais ensuite de revenir à Et dernière question très 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 courte, tout ça on ne peut pas le faire dans le cadre de l'école publique ? On peut le faire, mais il y a eu des moments où il y a quand même, voilà, tout n'est pas rose dans notre maison. Il faudrait être des fiefs et menteurs que de dire que tout va bien, que notre maison mère, elle se porte pleinement. Il y a un peu de convalescence, mais on est tous engagés dans une énergie que moi j'espère absolument constructive et positive. Cette énergie-là, il faut absolument qu'on la transmette à toute une génération et à tous les enfants de la République. Et je l'y crois profondément. Et vous le faites passer. Maï, vous restez avec nous si vous voulez bien. On va accueillir une prof documentaliste, mais de collège. Voilà, vous en avez connu. Emma, merci beaucoup. C'est Amélie qui va nous rejoindre, les années collège. Les années collège, c'est les années collège vues par la dame du CDI. Amélie Paris, bonjour. Bonjour. La rentrée est encore très proche. Il y a un accessoire extrêmement important auquel les élèves sont très attachés. Ils sont souvent même très contents de le choisir. Parfois, ils le customisent. C'est leur sac à dos. En même temps, on dit le cartable. Hein. Enfin, maintenant, c'est le sac à dos. Et dans votre collège, comme dans beaucoup d'établissements, il y a quand même un modèle qui revient presque sur toutes les épaules. Oui, et c'est le sac à dos Eastpak, et plus exactement le modèle padded. Vous savez, c'est ce modèle avec un compartiment unique, je le connais un bien, grand slip et une petite pochette sur le devant. Alors moi, au CDI, je demande toujours aux élèves de déposer leur sac à dos à l'entrée. Et cette semaine, j'ai observé d'un peu plus près. Je me suis rendu compte que 3 élèves sur 4 portaient ce sac à dos. Et on a les preuves, hein, puisque vous avez pris quelques photos. Ça fait longtemps, non ? Alors, ils sont leaders sur le marché depuis 40 ans, mais la marque existe depuis plus longtemps. Puisqu'au départ, les sacs de cette marque, qui ne s'appelait pas Eastpak, étaient destinés aux GIs de l'armée américaine. Ah oui, et à la fin de la guerre du Vietnam... Moi, j'avais un sac US. Ah oui. Ah ben oui. C'était pour l'armée aussi, mais là, Eastpak, je ne savais pas. Oui. Fin de la guerre du Vietnam. Fin de la guerre du Vietnam, les étudiants américains les ont découverts dans les surplus de l'armée. Le fils du créateur de la marque a remarqué le phénomène. Il a convaincu son père de créer un modèle pour le grand public et de changer le nom de la marque. Donc c'est comme ça que la marque est devenue Eastpak et que le modèle padded est né. Et puis il y a quand même eu quelques petits moments de gloire. Eh oui, dans les années 80, début des années 80, elle a été portée, immortalisée sur... Retour vers le futur. McFly, exactement, dans Retour vers le futur. Alors après ça, tous les collégiens l'ont adopté et depuis les années 80, tout le monde le porte. Et à l'époque, c'est vrai que c'était une véritable révolution, justement, parce qu'on portait soit un sac à dos, soit un sac US, soit un cartable. Oui, on avait un TANS ou un sac US, en gros. Une des raisons du succès de Eastpak, c'est qu'à la fois, il a de la personnalité, en même temps, je peux le personnaliser. C'est très important, le sac à dos, en fait, pour le collégien. Mais oui. Alors, c'est ce que dit le sociologue de la consommation, Patrice Duchemin, qu'il est la première maison à soi du collégien. Donc, il le customise avec des breloques, avec des pins, avec des messages aussi, avec des dessins. Donc, c'est très important. Il est aussi... important par rapport à son... À l'intégration au groupe aussi. À l'intégration au groupe. Alors moi, je suis allée interroger les élèves quand même, parce que c'est les principaux constats. Enquête de terrain. Et oui, et une élève de 3e, Bonnie, m'a répondu très librement à la question pourquoi Eastpak, pour faire comme tout le monde. Ah bah oui, ce qui est quand même le but du jeu quand on est ado. Oui. Il est pratique aussi, bon, il y a un aspect ergonomique. Il est très pratique, il est solide, il est léger. Alors ça, c'est une autre élève, Fagaï, qui est en 5e, qui m'a dit il est pratique et en plus, il a la mode. Et c'est vrai que les designers font attention, évidemment, et se collent aux tendances du moment. Et ce qui ne gâche rien, il tient. Oui, et ça séduit les parents. Il n'est pas trop cher et il a une durée de vie quand même assez longue. Alors, Fagaï, qui est en 5e, a le même depuis qu'elle est en CM2. Ah oui, effectivement. Sa copine, Enfel, récupère ceux de sa sœur. Donc, en fait, les sacs Eastpak, c'est une véritable histoire de famille. D'accord. Et alors, pour les hors-la-loi qui ont autre chose qu'Eastpak, qu'est-ce qu'ils mettent sur le dos ? Il y a ceux qui se démarquent. Alors, parfois, c'est par choix, pas toujours. Alors, j'ai remarqué quand même une percée de la marque canadienne Herschel. Et puis sinon, il y a ceux qui préfèrent les marques plus sportswear et souvent en accord avec leur basket. Eh oui, forcément. Mais en tout cas, le Eastpak reste majoritaire. C'est vrai chez les lycéens ? Ah oui, totalement. Eastpak Forever ? Oui, tout à fait. Avec des pins qui reviennent, puisqu'on a connu à notre époque, avec des marques au Tipex. Oui, avec des dessins, ils aiment beaucoup les mangas. Marie Traoré, elle a 25 ans et elle sait que j'en ai 2 fois plus, mais elle fait comme si on avait grandi à la même époque. Voilà. Je vous en redonne tout à l'heure. Merci beaucoup. Un mot. Plaisir. Le CDI, c'est un lieu fondamental dans un établissement. Essentiel. Oui, vraiment. Alors moi, dans le mien, j'ai la chance d'en avoir 2, puisqu'on a 2 sites, le lycée Lucas de Néou. On met les magazines vers la porte et on les incite à s'en servir pendant le temps de trajet.
pour les lire. Voilà. Toujours inciter à la lecture et faire venir les auteurs dans les CDI. Exactement. Mais elle n'arrête pas de faire ça. Le coin cosy aussi. Nous, on a un coin cosy avec des vitraux ça, c'est important. qui ont été mis sur les fenêtres. Ah ben oui, vous avez cette chance. Et Amélie, elle a un jardin. Ah, moi, j'ai un jardin avec des tranches. Je propose que vous vous invitiez et vous continuez en antenne. Allez, Amélie, merci beaucoup. Maï Traoré, merci beaucoup. Je remonte le bouquin qui est sorti l'année dernière, Je suis noire, mais je ne me plains pas, j'aurais pu être une femme, c'est chez Robert Laffont. Merci aussi à toutes et tous en régie, au maquillage, Laure Audemont, Marine Plantec qui a préparé l'émission, qui est assistée aujourd'hui par Roxane Sarfati, Saïd Mamou, c'est pour le son, Théo Boscar pour la réalisation. Vous restez évidemment sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.